Emmanuel Macron joue là-dessus, selon vous? Oui, en fait, Emmanuel Macron est le chef de l'État. La fonction de l'État, précisément, c'est d'assurer la continuité mémorielle de la communauté nationale, de la communauté dont il a la charge. Et donc, le rôle du chef de l'État n'est pas de jouer à qui mieux le rôle d'équilibriste, en quelque sorte, entre des mémoires contrariées et contradictoires, pour essayer de ne contrarier personne, ou plus exactement que chacun puisse faire son devoir de mémoire. C'est pas un psychothérapeute. C'est-à-dire, il va falloir qu'il arrive à comprendre ça. C'est-à-dire qu'il est ni psychanalyste, ni psychothérapeute. Il doit trancher, c'est ce que vous lui dites, et là, il n'ose pas. Il va nous faire un grand débat sur la question. Voilà, s'il l'était, on pourrait dire qu'il a déjà largement dépassé son seuil de compétence en la matière, et on le sait depuis longtemps. Maintenant, concernant cette affaire-là, moi je pense très simplement qu'il est normal que l'État algérien assure la continuité du narratif de l'État algérien, et je trouve parfaitement normal que l'État français assure la continuité du narratif de la communauté nationale. Or, précisément... Donc ça passe par quoi? Parce que là, vous êtes ambigu. Précisément. Je pense que c'est toujours intéressant et très humaniste, et finalement dans la continuité d'une certaine forme d'idéologie de lumière, que de chercher, en quelque sorte, par-dessus, je dirais, les stress, les angoisses, les peurs et les mémoires nationales, celles de traumatismes qui ont été forts de part et d'autre. C'est toujours intelligent d'essayer de comprendre le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre. Mais précisément, Emmanuel Macron n'est pas là pour faire une psychanalyse ou une psychothérapie entre l'Algérie et la France. Il est le chef de l'État français. Donc, son rôle est avant tout, et quand je dis ça pour Emmanuel Macron, c'est aussi valable pour ceux qui l'ont précédé, il est d'assurer la continuité mémorielle du narratif de la collectivité nationale sur la guerre d'Algérie. Maintenant... Est-ce que les livres d'histoire ne sont pas faits pour ça? En quoi le chef de l'État doit-il intervenir dans cette je vais vous donner mon sentiment, mais en mode autoroute, hyper rapide. Je pense qu'on est passé d'une phase d'autisme complet, c'est-à-dire l'État gaulien, gaulo-pompidolien, on va dire, était un État autiste sur la guerre d'Algérie, qui ne pouvait pas assumer ce qu'a fait une partie de l'armée là-bas, et qui ne pouvait pas assumer non plus la décolonisation telle qu'elle s'est pratiquée, telle qu'elle a été vécue dans la souffrance par les pieds noirs et par les harkis aussi. Et donc il y a eu une forme d'autisme complet. Il y a eu il y a eu un débordement du narratif de gauche, voire d'extrême gauche sur la guerre d'Algérie, qui était un narratif pro-décolonisation, qu'on peut parfaitement entendre et parfaitement comprendre. Je serais plutôt de ce point de vue, non pas parce que je suis de gauche, mais parce que je suis favorable au droit des peuples à l'autodétermination. Donc je suis par nature... C'est rassurant qu'il n'y ait pas que la gauche... Voilà, donc je suis par nature disposé à comprendre cette logique-là, mais en même temps, cette gauche a aussi voulu maîtriser, dominer le narratif sur la guerre d'Algérie et en donner une lecture systématiquement antinationale, et je dirais victimaire, qui a fait aussi beaucoup de mal, je pense, à la mémoire collective. Emmanuel Macron, qui reconnaît aujourd'hui qu'il sait bien que la date ne convient pas, mais Alma Dufour et Laurent Osant, vous vouliez réagir? Oui, la mémoire est un enjeu, mais c'est aussi un enjeu de conflit. C'est un enjeu de violence potentielle. Je veux dire que désigner quelqu'un, l'un des camps, comme un bourreau ou l'accusé, ou le mettre en position d'être l'accusateur, on ne va pas refaire le triangle de Karpman, mais c'est un peu ça, c'est déjà être dans une problématique qui est une problématique de puissance, une problématique d'influence, et donc une problématique de conquête sur les esprits, j'entends. Donc je pense que si on veut vraiment dépassionner, démilitariser en quelque sorte la guerre d'Algérie 60 ans plus tard, je pense qu'il faut que chaque communauté puisse faire son travail de mémoire. Et pour ma part, je me méfie beaucoup, je comprends parfaitement. Alors, je pense que ce n'est pas à l'État français d'adopter un narratif parce qu'il y a 3 millions ou 4 millions d'Algériens en France. Je suis désolé, mais c'est plutôt l'inverse. Il y a 4 millions d'Algériens en France. La question, c'est de savoir quel narratif ils vont adopter. Pour ma part, je suis plutôt d'un tempérament fédéraliste, si vous voulez. Je considère qu'à chaque fois que l'État se mêle de la mémoire collective, et ce genre de curetage, et j'utilise le terme à dessein, ce genre de curetage mémoriel est toujours dangereux. Je pense qu'on utilise beaucoup le devoir de mémoire, ou en tout cas les enjeux de mémoire, pour créer souvent, et c'est parfois pas toujours l'État ni des acteurs internes qui le font, mais c'est parfois des acteurs externes. Je vais vous donner un petit exemple, et pour terminer simplement là-dessus. J'ai vécu en Allemagne à un certain moment, et j'ai vu comment, pendant près de 30 ans, il a été impossible en Allemagne de parler des méfaits
de l'armée américaine ou de l'armée rouge sur les civils allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était impossible d'en parler. Vous ne pouviez pas en parler. Vous étiez accusé de nazisme tout de suite. Si on parlait du viol massif des femmes allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était nazisme, immédiatement. Et j'ai vu, moi, à partir des années 95-2000, tout un travail de réhabilitation, en quelque sorte, de la mémoire de ces associations de victimes qui n'existaient pas avant et qui correspondaient typiquement aussi à un repositionnement mémoriel officiel de l'État dans ses relations avec la Russie. Parce que ça n'a été fait que vis-à-vis de l'armée rouge, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'au travers de cet exemple, je veux dire qu'à chaque fois que l'État se mêle de mémoire collective, il ne peut pas s'empêcher de le faire, non pas pour le bien des communautés, non pas pour le bien des gens, des vraies personnes, là où elles sont, et l'histoire de leur famille, de ce qu'ils ont vécu dans leur chair ou pas, ou de ce qu'ont vécu leurs parents, mais il le met toujours de l'idéologie et des objectifs, des enjeux de puissance. Et je trouve que c'est toujours très dangereux. C'est pour ça que je m'en tiens à cette logique d'équanimité, c'est-à-dire je pense que la fonction d'un État, c'est d'assurer la continuité mémorielle de sa population et non pas de la population des autres. Ce que vous dites, c'est qu'il ne devrait donc pas s'en mêler. Pourquoi on peut pas il ne devrait donc plus se mêler de cette question algérienne? Mais qu'est-ce qu'on célèbre? Mais qu'est-ce qu'on célèbre? Mais c'est intéressant. Mais commémorons une défaite, ce sera un peu nouveau pour le peuple français. On n'a pas l'habitude de commémorer des défaites. Mais c'est bien parce qu'on n'accepte pas cette commémoration-là qu'on n'arrive pas à se devoir de mémoire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commémore pas une défaite? On se posera la question dans un prochain. Vous accusez ce quinquennat-là, mais est-ce que l'histoire de la Corse, de ses relations avec l'État français, n'est pas nouvelle non plus, finalement? Bon, je pense que le gouvernement a lâché le mot autonomie sans mettre pas grand-chose derrière, du blabla, enfin 2 ou 3 phrases qui n'ont pas beaucoup de sens, comme il aurait lâché 80 centimes sur les pompes, en fait. Je parle des pompes, je parle des pompes à essence. Donc, je pense qu'il a fait exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il a lâché comme une sorte de concession pour essayer de retrouver du calme avant les élections. Je pense que c'est une maladresse évidente. Maintenant, après, je voudrais quand même rappeler que la question de l'autonomie d'une région, d'un pays ou d'un peuple n'est pas simplement une affaire institutionnelle, mais c'est une affaire énergétique, c'est une affaire sécuritaire, c'est une affaire écologique, etc. etc. C'est-à-dire que ce processus qui doit commencer dans un mois et, dit-on, se conclure avant la fin de l'année, vous ne donnez pas cher de sa peau? Non, je dis simplement que ça a été la façon dont c'est amené est évidemment pitoyable. Elle ressemble, je vous dis, c'est comme si on avait balancé 60 centimes sur les ponts, aux pompes pour dire allez, calmez-vous, rentrez chez vous. C'est 15 centimes, je crois même. Oui, c'est 50 centimes, même moins que ça. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Ça peut surtout rapporter le calme. Et je voudrais simplement rappeler que la question de l'autonomie ou de la souveraineté relative d'une partie du territoire français, de la Corse, là en l'occurrence, n'est pas simplement une affaire d'institution, c'est pas simplement une affaire gouvernementale, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse que ça, qui s'ancre dans la durée, c'est-à-dire est-ce que la Corse a ou pas les moyens de satisfaire aux besoins de sa propre population en manière énergétique, en matière vivrière, en matière sécuritaire, etc. etc. On sait tous que c'est pas le cas, malheureusement pour les Corses, pour l'instant, mais je dis que j'aurais tendance à dire à tous les Corses ou à tous ceux qui sont attachés à l'autonomie, au renforcement de la souveraineté de la Corse, j'aurais tendance à leur dire à leur dire ne tombez pas dans ce panneau. Parce que évidemment, on voit bien que c'est un gigantesque piège qui est destiné à faire élire Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron ne fait pas cela pour renforcer votre autonomie, ne fait pas ça parce qu'il respecte la culture corse, ne fait pas ça parce qu'il respecte l'autonomie corse, il fait ça parce qu'il a peur d'avoir des problèmes de sécurité avant les élections et que ça lui retombe sur le coin du nez au mois d'avril. Mais Laurent, en disant ça, vous sous-entendez que vous pensez que les Corses pourraient se satisfaire d'une annonce à 3 semaines de la présidentielle? Non, je pense que les Corses ne sont pas idiots du tout. Ouais. Je pense aussi qu'ils sont attachés à leur autonomie, à leurs droits, ils sont attachés à leur culture et je trouve parfaitement logique qu'ils cherchent à la défendre et je trouve aussi parfaitement logique qu'ils soient révoltés par un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de comportements de politique de l'État français. Ça, je peux le comprendre, mais en même temps, je pense qu'ils sont assez intelligents pour se rendre compte que leur autonomie ne passe pas par un tripatouillage de dernière minute préélectoral mis en place par Gérald Darmanin qui aura ripé dans quelques semaines. Et on se braque beaucoup sur la question de autonomie parce que personne n'en donne une définition précise. Si on en donnait une définition pragmatique, on pourrait dire que l'autonomie, c'est la capacité d'avoir prise sur ce qui a prise sur nous. C'est-à-dire, ça se joue toujours dans des équilibres et ça se joue toujours dans des contraintes réciproques. Voilà. Donc, il y a des phrases qui sont portées comme des étendards et il y a des réalités. Ces réalités, le peuple corse, comme tous les autres, je suis basque d'origine, a bien compris que la véritable autonomie n'était pas au bout de la déclaration préélectorale d'Emmanuel Macron, mais qu'elle venait
au terme, si elle devait arriver, au terme d'un processus qui est un processus complet sur tous les terrains, sur le terrain de l'économie, sur le terrain de l'énergie, sur le terrain de la sécurité. Et là, on parle bien sûr de tout à fait autre chose. Et l'actualité n'est pas celle-là aujourd'hui. Un point de vue radicalement différent. Mais est-ce qu'il n'a pas raison, Philippe Poutou, quelque part sur une protestation qui sert à provoquer la réaction de l'État ? On a l'impression de se retrouver en 1870 entre les Versaillais et les communards, d'une certaine façon, en écoutant ces deux-là. Valérie Pécresse fait très bien les Versaillais, il n'y a pas de problème, elle est parfaitement représentative. Oui, effectivement, on peut s'asseoir sur ce qui se passe dans les rues à chaque fois, c'est une possibilité, c'est bien sûr, évidemment. Mais du coup, ça veut dire qu'on s'intéresse à quoi ? On s'intéresse à ce qui se passe sur les plateaux de télévision, ou dans les cénacles, ou dans les lobbies, ou dans les antichambres du pouvoir, c'est ça ? Donc je crois que ces politiques qui veulent donner des coups de menton ou faire preuve d'une sorte d'autoritarisme bellant, enfin pas bellant précisément, une sorte d'autoritarisme de façade, sont en fait des gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe, c'est-à-dire aux vagues de stress, d'inquiétude, d'angoisse, aux aspirations, aux espoirs, aux émotions. Et ce qui se passe dans une population, ces émotions, ces stress, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut l'écouter. Il ne faut pas qu'on puisse dire il faut l'écouter et réagir autrement à ces émotions, à ces manifestations-là, ces manifestations de stress collective, qu'en sortant la matraque. Sur le terrain, elle ne semble avoir aucun effet concret, cette diplomatie. Alors, je pense qu'il faut aussi revenir à ce qu'on sait vraiment, aux informations réelles dont on dispose, et il faut que aussi bien les politiques que les médias arrêtent d'être les porte-voix du narratif de l'administration Zelensky. Je pense que ça, c'est très important. Je pense qu'il est très important que la France joue un rôle d'équilibre. Pour qu'elle joue un rôle d'équilibre, il faut qu'elle ne se soit pas abreuvée ou hystérisée, comme peut l'être le public anglo-saxon, les Anglais et les Américains, qui deviennent complètement fous, qui font la chasse aux Russes dans les rues, qui interdisent les chars russes des concours de chars. Enfin bon, on frise un peu la démence collective. Je pense que le rôle de la France et le rôle des médias, ce doit être de donner une information vérifiée, sourcée et objective. Et pour l'instant, elle est dans ce rôle-là ? Ou elle a déjà un peu dérapé ? Mon avis, c'est qu'on a dérapé déjà depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, nous aussi, la population française est engagée dans ce phénomène d'hystérisation collective. Et je rappelle que dans une société démocratique, dans une société où les politiques sont très imprégnées en quelque sorte par l'opinion publique. Si l'opinion publique est hystérisée, c'est-à-dire si elle prend par exemple cette habitude qu'on a de dire Poutine au lieu de dire Vladimir Poutine, cette façon qu'on a systématiquement de ne donner qu'un seul son de cloche et qu'un seul point de vue dans ce conflit me paraît vraiment problématique. Je pense que c'est notre devoir, en tout cas ça doit être le devoir, même dans ces circonstances-là, de donner une information qui soit sourcée, objectivée et rationnelle. Il y a forcément deux versions de la même histoire, c'est évident qu'on est du côté du monde occidental. Mais on a toujours la même, mais on a toujours celle de l'administration. La Russie est clairement l'agresseur, tout le monde le reconnaît. La Russie bombarde. Mais c'est pas la question. Non, mais excusez-moi, mais bon, il y a quand même. C'est pas la question. C'est pas la question. Moi, ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe à l'Union populaire, c'est que la Russie est la première puissance nucléaire mondiale. Ils ont même plus de têtes nucléaires que les États-Unis. Donc c'est la raison aussi qui fait qu'aujourd'hui, personne n'ose aller trop loin avec la Russie. Pour ces raisons-là, aucun pays, même les États-Unis, ne veut rentrer dans une guerre directe et frontale avec la Russie pour cette raison-là. Et heureusement. Et heureusement peut-être, mais en attendant, c'est ça la triste peut-être. Non mais attendez. Comment ça peut-être ? Non mais pas peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que quelqu'un a envie de déclencher une... Attendez, est-ce que quelqu'un a envie de déclencher une troisième guerre mondiale pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne? Parce que c'est ça la question aujourd'hui. Là, il s'agit plus de ça. Mais si, il s'agit de ça. L'entrée dans l'OTAN, c'est il s'agit de ça. Le président a renoncé à les exigences russes sont simples. Il faut que, pour que le conflit s'arrête, il faut que l'Ukraine s'engage à ne pas entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Est-ce que nous voulons aller jusqu'à une troisième guerre mondiale pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN? C'est la seule question qui compte. Sur le sujet. Voilà. Moi, je suis un peu étonné par le débat. Moi, j'ai vu quand même... c'est pas l'armée ukrainienne qui est entrée en Russie. J'ai pas vu de chars ukrainiens en Russie, sur le territoire russe. J'ai pas vu de missiles ukrainiens tirés sur le territoire. Donc il y a bien un agresseur, il y a bien quelqu'un qui viole le droit international, qui unilatéralement envahit un pays souverain qui s'appelle l'Ukraine. Et ce monsieur s'appelle Vladimir Poutine, si vous voulez qu'on exprime son nom et son prénom intégralement. La difficulté, je pense, qu'on a aujourd'hui, c'est que autant les Occidentaux et d'autres pays étaient tout à fait conscients que ce conflit allait se déclencher,
Alors forcément, ils l'ont organisé. Non. Alors, j'irai pas jusque-là, franchement. Moi aussi. Ça change la donne quand même d'avoir cet argument dans la balance de la part de Vladimir Poutine par rapport à l'Occident. Bon, je crois que c'est un peu la démonstration de chacun montre ses muscles. Les Occidentaux acheminent des S-300 aux frontières, la Slovaquie, organisent des convois de mercenaires qui partent de la Pologne et qui vont essayer de combattre sur le terrain. Et en même temps, la Russie leur envoie des messages tenez-vous en dehors de ça, quoi. Et donc chacun c'est une démonstration de force, comme dans toutes les situations militaires de ce genre-là. Donc rien de bien surprenant. J'ai pas tellement envie de commenter les avancées technologiques d'armement parce qu'on sait que au bout c'est des êtres humains éparpillés en morceaux dans tous les cas de figure. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'on peut dire, et ça je crois qu'il faut le redire, c'est qu'aujourd'hui personne, je dis bien personne, les Ukrainiens les premiers, n'ont intérêt à ce que ce conflit se prolonge. Et donc quand on veut qu'un conflit ne se prolonge pas, il faut être capable d'entendre la partie adverse, c'est-à-dire de dialoguer et de ne pas se conforter ou de se pas s'enfermer dans un discours autistique, accusatoire, pour écouter. Il faut être capable d'aller au-delà, de négocier, il faut être capable d'entendre, il faut être capable de comprendre le point de vue de l'autre. Et je pense que c'est le rôle de la diplomatie française aujourd'hui, d'incarner précisément, de porter une alternative. Je crois que Jean-Luc Mélenchon parle de non-alignement. Je crois que c'est très bien. Je crois que c'est tout à fait la logique qui doit être la nôtre. Nous devons peser, la France doit peser pour s'engager aujourd'hui du côté de la paix dans ce conflit et se faire entendre.